Ouzero Abdoulaye dans la grande interview. Salut, salut, très heureux de vous retrouver à nouveau dans la grande interview. La grande interview de ce jour nous amène dans l'univers d'un grand monsieur, un monsieur qu'on connaît, un monsieur qu'on semble connaître, qu'on dit connaître dans l'univers médiatique, dans l'univers sportif, dans l'événementiel, dans le showbiz aussi, on ne va pas se cacher désormais. Il marque son territoire, il a fait des choses incroyables, des choses extraordinaires dans l'histoire du Bénin. C'est un jeune qui a du talent. J'ai tellement de qualificatifs que franchement, je ne sais pas comment je fais pour le rencontrer. Mais ce qui est sûr, mon petit doigt me dit qu'au stade de l'amitié, il n'y a pas de raison que je puisse le louper. Et la preuve, comme par magie, comme par magie, comme par magie, je vous présente, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Ouzero Abdoulaye sur toutes ses coutures. C'est dans la grande interview et c'est maintenant. Allez, bonsoir mon frère. Bien ou bien? Comment ça va? Tranquille, je peux les poser. Allez, comment tu apparais derrière moi? Tu fais la magie désormais. C'est chez moi ici. Ah oui, le stade, c'est son univers. Ouais, Il faudra le rappeler, évidemment. Vous saurez pourquoi le stade, c'est l'univers de Ouzero Abdoulaye. Franchement, il y a peu de joueurs qui ont autant fréquenté le stade. Je vais citer Stéphane Cesseillon. Pour ce que tu sais, sur le terrain qui est juste derrière là. Oui, derrière là, évidemment. Allez, Ouzé, comment ça va? Pépé, ça va très bien, pas de souci. Allez, tu reviens du Maroc et tout, la fatigue, c'est bon, ça gère? Ouais, ça va, on a géré 2 jours quand même de fatigue parce que c'est vrai que ça fait un moment avec le Covid que je n'ai pas voyagé. Et puis le stress, c'est surtout le stress qui fatigue après coup, je pense. Donc on a géré 2 jours et puis maintenant ça va, la pression est retombée aussi parce qu'il y avait une telle pression, qualification ou pas qualification. Malheureusement, il n'y a pas eu qualification, mais la pression est retombée, on reprend le train-train quotidien. Allez, pour ceux qui ne le sauraient pas, je crois qu'ils ne sont pas nombreux, Ouzero Abdoulaye, c'est l'actuel sélectionneur de l'équipe plutôt féminine des moins de 20 ans du Bénin, qui a joué le 2e tour qualificatif pour la Coupe du Monde Junior. Ils étaient prêts à ça, de se qualifier pour le dernier tour, mais malheureusement face au Maroc, ce n'est pas passé à cause d'un tout petit but. Rappelez qu'on parlera de Ouzero Abdoulaye, le sélectionneur aujourd'hui, Ouzero Abdoulaye, le consultant sportif et football en particulier, Ouzero Abdoulaye, le footballeur, mais surtout Ouzero Abdoulaye, le présentateur télé que vous aimez si tant sur notre chaîne préférée. Allez, Ouzé, pour justement parler de tout ça, je t'amène là où presque tout a commencé. C'est pas à Parakou, c'est à des kilomètres, c'est compliqué évidemment, ouais, avec la Covid. Mais c'est un lieu qui est tout aussi important pour toi. Et on va le découvrir. Tu as une belle caisse, c'est sûr, c'est certain. Mais je te propose une plus grosse, une vraie. Ouais, ta caisse. On y va, mon frère. On y va, mon frère. Ouzero, je crois qu'on est tout confort désormais. Et comme j'ai dit, je t'emmène vers un endroit qui est important pour toi, où les choses ont véritablement démarré, on va dire, dans le milieu du foot. Mais en attendant d'arriver là-bas, justement, Ouzero Abdoulaye, rappelle-moi un peu, voilà, ton pédigré. T'es né à Parakou, ouais, à Cotonou, t'es né où? À Parakou, effectivement, avec des parents venu du milieu du football quand même parce que mon père était footballeur. On le sait tous, on rappelle que ton père plutôt, oui, c'est Abdoulaye Petit Sori, voilà. Donc ma mère aussi, grande supportrice des Buffs, elle continue d'ailleurs de suivre tous les matchs des Buffs du Bourgou, même jusqu'à maintenant. Le championnat dernier, je pense qu'elle n'a pas raté un seul match. Donc forcément, on va dire que toute la ville pensait que j'étais né pour devenir footballeur. Ah oui, carrément. Ouais, parce que déjà tout petit, c'est une sorte de pression aussi, parce que pour tout le monde, voilà. Même sur les tournois de quartier, c'est le fils d'eux, et ça mettait la pression. Donc ça a commencé effectivement là-bas.
au quartier, à l'école Combert, et puis des tournois de 7 contre 7. Ok. Quoi, 8, 9 ans, voilà, les tournois 7 contre 7. Et puis après, une fois arrivé au collège en 6e, j'ai rejoint le centre de perfectionnement sportif, on appelait ça à l'époque. C'était un projet, je pense, c'était un projet allemand en collaboration avec le ministère des Sports. Oui. Voilà, donc on avait rejoint le projet là avec le coach Assouma Moumouni, ouais, qui, voilà, tout le monde le connaît, a effectivement appelé doyen. Donc ça a commencé avec lui. Véritablement, je pense que c'est avec lui. Et déjà à l'époque, tu évoluais déjà en attaque ou tu te cherchais? J'ai évolué beaucoup en milieu de terrain. Okay. J'évoluais beaucoup plus avec Assouma Moumouni, j'évoluais en milieu de terrain, mais au quartier, j'évoluais beaucoup plus en attaque. Parce que tout le monde a forcément, comme je dis, la pression, petit story. Tout le monde voulait forcément me voir en attaque, marquer des buts comme mon père. Mais avec Moumouni, je jouais en milieu de terrain, quelquefois en attaque aussi. Donc, en tout cas, j'ai bourlingué un peu en tout cas entre le milieu de terrain et l'attaque avant de me poser réellement. À partir de 15 ans, là, j'étais déjà sûr que j'allais jouer en attaque. Alors, au niveau du centre de perfectionnement, tu as eu la possibilité d'affronter des joueurs qui ont compté aussi pour l'histoire du foot au Bénin. Ouais. Rappelle-nous un peu les noms, les pédigrés. Oh. On ne le sait pas, c'est comme si vous êtes tombé dans les juniors un peu par hasard, mais c'est faux. Non, c'est faux parce que déjà à Parakou, on a commencé Traoré Safradine, qui a fini aussi à l'international, Facine Uyans. Pareil. C'est des anciens des Buffs de Parakou, il faudra le préciser. Capitaine des Buffs de Parakou. Donc on avait commencé ensemble parce qu'on est tous rentrés en 6e à peu près au même moment. Donc on avait tous commencé ensemble avec Assouma Moumouni. Et à l'époque, toutes les grandes vacances, il y avait un championnat qui était organisé pour nous. Voilà, un championnat de moins de 13 ans. Le championnat ça se jouait là, ici, à Kounou. Okay. Et il y avait tous les départements en fait. Il y avait 6 départements à l'époque. Et dans chaque département, en fait, il y avait une star, en gros, on va dire. Et moi, bien évidemment, je n'étais pas forcément le meilleur joueur. Je considère que je n'étais pas le meilleur joueur de l'équipe. Mais c'était moi, la star. Parce que tu étais le fils de... Exactement. Parce que honnêtement, je considérais par exemple des gens comme Ian Swasinou plus fort à l'époque parce que c'était un gaucher, il y avait quelque chose en fait. Donc, mais moi, j'étais mis en avant. Et du côté de l'Atakora, il y avait Seda Chomogo qui était, lui, la star. Et du côté du Zou, il y avait Jocelyn Aouya, qui lui était à Bomé. Dans l'OM, il y avait Anissé Adjamossi. Il y avait Anissé Adjamossi qui était très très fort, défenseur central. Il ne jouait pas latéral gauche, il jouait défenseur central. Qui a fini par aller à Bordeaux entre-temps. À Bordeaux, exactement. Et puis dans l'Atlantique, il y avait Bob Matrokou. Il y avait Toubi, Gedegbe York, Williano, qui a son fils d'ailleurs qui joue en Italie, je crois en série C actuellement. Toubi qui était pour moi le plus fort d'entre nous tous. Honnêtement, c'était un vrai talent. On l'appelait Toubi. York Williano, il s'appelait, son vrai nom c'était York Williano. Et puis il y avait tout ce petit monde-là. Et bizarrement, tous, à un moment donné ou un autre, ont quand même été appelés à l'équipe nationale. Ça veut dire que voilà, le projet n'était pas si mauvais que ça. Il y avait beaucoup d'autres, Eloge Torset, il y avait plein de joueurs, je ne les cite pas, mais il y avait plein de joueurs qui étaient passés par ce projet et qui ont fini en équipe nationale. Exactement, il y avait plein de joueurs qui sont passés par ce projet et qui ont fini en équipe nationale, comme tu le rappelais, Ouzérou Abdoulaye. Comme je l'ai dit, on est un peu en train de faire le tour complet du stade de l'amitié Gérard Mathieu Kérékou. Il y aura une petite secousse dans quelques petites secondes, ne vous inquiétez pas, c'est sûr et certain. On monte sur quelque chose d'importantissime. On arrive sur un pan de l'histoire de Ouzérou Abdoulaye. Ouzérou, on va voir sur les images dans quelques petites secondes. On est où là actuellement? Je dirais c'est le terrain où se déroulaient en fait les matchs de poule des championnats de vacances pour les centres de perfectionnement sportif. C'était là et je pense que le premier trophée, nous l'avions remporté ici. Je me souviens très bien avec Babi Omama, latéral gauche, qui est devenu aujourd'hui entrepreneur, grand entrepreneur à Parakou, qui avait marqué un coup franc direct ici sur cette finale-là et on avait remporté le trophée. Allez, justement, on ne va pas s'embarrasser, on ira vers l'histoire, vers le passé, mais on va aussi bien de souvenirs, c'est sûr et certain. Allez, merci évidemment à tous. On se retrouve sur la pelouse en descend. Allez, on est très heureux de retrouver le stade d'amitié Gérard Mathieu Kérékou. Ouzérou, voilà. C'est sur ce terrain qu'on va dire que l'histoire a vraiment démarré avec le foot. Ouais, l'histoire du foot à 11 contre 11. Exactement. Parce qu'à 7 contre 7 à Parakou, c'était beaucoup plus des tournois de vacances
au primaire, mais à 11 contre 11, effectivement, les premières grandes émotions, c'était ici parce que à Parakou, c'était les entraînements et pendant les vacances, c'était les matchs et c'était ici. Et je dirais que mon premier but, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était sur ce. Oui, on va se rapprocher, t'inquiète, on va se rapprocher, mon frère. C'était contre la Takora de Sida Chomogo. Exactement. C'était le premier match de la compétition. Okay. Donc c'était dans ce but. Dans ce but-là. Donc on voit l'image, hein, franchement c'est important. Dans le but, droit devant nous là. Allez, tu te rappelles de l'action? Oui, j'étais à milieu de terrain comme je vous ai dit, je jouais milieu droit et puis il y avait un ballon, je demande en profondeur. Honnêtement, là le ballon j'étais en bout de course et je mets le pointu. Le gardien il sort, je mets le pointu et le ballon, tout doucement, il est entré. Là c'était chaud parce que j'ai pleuré à la fin. Ah oui, pourquoi? Parce que le coach m'avait mis une telle pression. Le dernier match amical avant qu'on ne vienne ici, j'étais pas bon du tout. Mal joué. Il dit dernière chance, monsieur. En fait, très mal joué. Et il a même choqué, je pense, les spectateurs à l'époque à Parakou qui étaient au bord du terrain. Parce que, en fait, les gens ne m'ont pas dit exactement ce qu'il a dit, mais il parlait mal, en fait. Il n'était pas content du tout. J'ai très mal joué. Il m'a sorti à la mi-temps. Donc, tu ruminais tout ça. Voilà, il y avait une pression, quoi. 2 jours après un voyage, on vient et puis je marque le premier but. Et là, bon, ça retombe, quoi. Ça, c'est des souvenirs. Voilà. Et ça, justement, c'est aux alentours des années 95, 96. Ouais. Voilà, 95. Justement. Et à 97, ouais. Vous intégrez, si je ne me trompe pas, tu intègres pour être encore plus loquace, l'Université nationale du Bénin. Non, je viens à Cotonou en 80. T'es installé officiellement. Officiellement. T'es au lycée. Oui, au lycée. Technique Koulibaly. Ouais, je rentre au lycée et je viens à Cotonou. Tu étais dans quel quartier du coup? Quand on est venu, j'étais à Fidjrosset d'abord. J'étais à Fidjrosset, mais on n'est pas bien resté longtemps parce qu'après c'était loin du lycée. Donc, après, quand tu dis on, c'est avec qui? J'étais avec mon oncle. Ok. J'étais avec mon oncle, donc on est resté à Fidjrosset quelque temps. Et j'ai commencé avec une équipe qui s'appelait Étincelle de Saint-Rita, parce qu'il fallait que je m'entraîne. J'avais un oncle qui lui était déjà au lycée, donc on s'est retrouvés à 3, qui lui était déjà là et qui habitait au Loguedé. Donc lui m'a dit, ok, il faut que tu t'entraînes. Donc il m'amène à Étincelle de Saint-Rita. Et bizarrement, qui je trouve là-bas? Sosten Seflimé. Ouais. Bon, Soso, ton nom est sorti de l'affaire, là, on va savoir. Ouais. Soso faisait quoi là-bas? Faux Soso, qu'on l'appelait. Coach Soso. Donc il était l'entraîneur. Il était entraîneur. Il n'a pas l'air. Bien sûr. Donc c'est un scoop. Soso a été entraîneur. Donc je comprends sa passion. Je comprends. Il était l'entraîneur. Oui. Il y avait Pierre Henvy, qui était Henvy. Dirigeant du club. Et je actuel dirigeant de la fédération de boxe, qui est passé par l'association sportive du Port Autonome. Exactement, il a été directeur sportif du Port Autonome de Cotonou. À la grande époque de l'ASPAC, des années 2009-2010. Il y avait aussi Olivier Guendéou qui était là. Donc, finalement, tu as côtoyé des gens qui ont compté dans l'histoire du sport, du foot au Bénin. Oui. Très tôt. T'en as parlé, bon. Donc on a commencé avec Olivier, mais je ne suis pas resté longtemps parce que il y avait un ami de mon père, Feu. Idriss Biochane, le grand frère du ministre Abdoulaye Biochane, exactement, qui était entraîneur de Azako. Et j'avais aussi un ami, Guy Chaudaton, qui était à Azako. Ils m'ont dit, ok, Biochane dit, ok, toi, viens ici avec moi, viens t'entraîner. C'était compliqué pour moi d'aller en cours au lycée et en même temps de m'entraîner avec Azako. Donc j'étais avec Azako. Heureusement, il n'y a pas eu championnat parce que ça aurait été compliqué. Il m'aurait fait une licence et j'aurais joué le championnat. Et au lycée, ça allait être quand même assez difficile. Donc je me suis entraîné avec Azako. Puis après les championnats scolaires, je joue les championnats scolaires. Et là, encore, je croise des personnes du football. Parce qu'à l'époque, j'avais pour professeur David Bruno. Ah ouais, au lycée technique. Longtemps secrétaire général de la Fédération béninoise du football. Exactement, donc en 98, David Bruno est là au lycée technique et tout. Il me dit, ok d'accord, ce qu'on va faire, c'est que tu rejoins l'UNB. Tu auras beaucoup plus de temps pour t'entraîner parce qu'à l'époque, l'UNB c'était le mercredi et le samedi. C'est le club des universités. Voilà, exactement, donc je rejoins l'UNB. À l'époque, il y avait déjà Bob Matrokou qui était là, Jocelyn Aouéa,
Ah, donc vous vous retrouvez. On se retrouve, Valère Amoussou. Valère Amoussou, le gardien de but. Gardien de but. Oui. Govou, Toto. Toto, oui. Toto Govou. Donc on se retrouve au lycée. Le cousin de l'autre. Exactement. On se retrouve au lycée avec toute cette bande-là. On a fait quand même une belle saison, un championnat scolaire. Et aussi à l'UNB parce que Bruno Davia avait choisi de nous ramener avec Valère et Jocelyn. Jocelyn il était déjà là. Moi je suis venu au même moment que Valère. On est allé à l'Université nationale du Bénin et puis je dirais que ça a vraiment commencé là-bas parce qu'entre-temps aussi, en 99, il n'y avait pas eu championnat, donc il y avait eu les Jeux nationaux. C'était une compétition organisée, il y avait eu les Jeux régionaux dans chaque département et puis les Jeux nationaux. C'était la première année après décentralisation, donc il y avait eu 12 départements. Et là, on devait jouer la finale. Comme par hasard, c'était Borgou Alibori la finale. Borgou contre Alibori. Moi, je n'ai pas joué un seul match de la compétition. Mon père était entraîneur, il n'a pas voulu que je joue. Il me mettait sur le banc, il trouvait que je n'étais pas assez bon. Donc, il devrait avoir raison. Non, il n'avait pas raison. Il n'avait pas raison. Non, mais la preuve, le jour de la finale, on a des blessés, des joueurs exclus. Et tu finis par jouer. Il était obligé. On était 17. Il y avait 16 à mettre sur la feuille de match. Il met les 16. Et là, ces joueurs se rebellent, ils disent non. Tu mets le petit sur la feuille de match. Donc, c'est les joueurs, les cadres. Il a cédé à la pression du groupe. Oui, les cadres ont dit non, tu le mets. Il me met, j'étais sur le banc. Il y a un attaquant qui se blesse. J'étais le seul attaquant sur le banc. Tamimou se blesse, je me souviens à l'époque. Il veut sortir Tamimou pour mettre un défenseur. Les gars, ils disent non, c'est pas possible. Tu mets le petit. Comme par hasard, je rentre. Il y avait un but partout. 88e minute, je marque le but du 2-1, on remporte le trophée. Alléluia. Voilà. On a une grosse pensée pour ton père qui nous a quittés il y a cela quelques années, c'est sûr. Et c'est certain malheureusement. Allez, justement, en 2000 aussi, c'est une année charnière. 2000, c'était annoncé comme la fin du monde. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, évidemment. Très le bug bien. informatique, rien n'allait bien se passer. Certains avaient tout vendu. Tout se passe tellement bien qu'on est encore là en 2021. Mais ouais. Et en 2000, justement, tu étais encore au lycée, mais tu as la possibilité d'aller faire des stages en Europe. Comment ça se passe? Avant ça, je vais vous raconter. Et ce terrain encore, ça me donne des frissons. Parce qu'après les Jeux nationaux, décembre 99, il y avait le Bénin qui devait jouer contre le Sénégal pour le match comptant. C'était les préliminaires de la Coupe du Monde 2002. Exactement. Le Sénégal finit par faire un quart de finale. Exactement. Il y avait Bénin-Sénégal. Donc moi, je finis le championnat, les Jeux nationaux. Et je pars au nord en mars. Il y avait la Tabaski, je pars. On me convoque en équipe nationale. Moi, je n'étais pas au courant. J'étais à la maison. À l'époque, il y avait une émission célèbre du samedi à 11h sur la grande chaîne. Et là, on regardait à la maison et puis j'entends mon nom. C'était Gigasport. Gigasport à l'époque, avec Christian de Souza. J'entends mon nom. Stéphane Taudomain. Exactement. J'entends mon nom, je dis, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas être moi parce que, franchement, équipe nationale, c'est pas possible. Je sors d'où? Je n'aime pas jouer un championnat. Il n'y avait pas de championnat. Je n'ai pas joué au championnat. Donc, équipe nationale, comment? J'y croyais pas en fait. J'y croyais pas. Et c'est là mon père me dit, non, si, c'est toi. Moi, je dis, je dois y aller. Ma mère dit, non, tu ne peux pas y aller parce que tu es au lycée, ce n'est pas possible. Et effectivement, contre l'avis de ma mère, je décide effectivement de venir, avec le soutien de mon père, de ma grand-mère, de venir là. Oui, et justement, ça c'est l'hôtel de l'amitié. Et c'est pour ça que c'est important, le lieu là, c'est particulier. Oui, là. Je viens là, avec la grosse anecdote. Parce que avec l'attaquant vedette. L'attaquant vedette. On lui dit bonjour du coup. Eh ben ouais. C'était l'amour à glace. C'était un pacha. Non, quand on dit un pacha, c'était un pacha. Toi qui te proposes pacha. Ouais, non. Devant ces mecs-là, vous faites le profil bas. Quoi. Donc je viens en retard, une semaine après, parce qu'il y a eu discussion sur discussion, réunion familiale sur réunion familiale. Avant que je quitte Parakou pour venir, je viens et on m'envoie dans la chambre de Léon Bessan. Léon Bessan, allez, l'illustre Léon Bessan. Chambre numéro 1. C'est la première chambre. Et c'est Léon Bessan, la chambre de Léon Bessan. On m'envoie chez Léon Bessan. Je viens à midi, il y a entraînement à 16h. Je viens, je dépose mon sac. Quand il est venu, il m'a regardé, il a dit non. Je reste seul ici, c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Je sors. Ah mais tu ne discutes pas. Le où c'est qu'on aurait fait la bouche, on aurait fait la grande gueule. Mais on m'a dit que je reste ici, je reste. Moi c'était Léon Bessan.
On blague pas devant Léon Bessa. Donc, je sors, je me retrouve là à la réception avec mon sac. Et il y a Maman Nourou, Oui. qui avait fini meilleur buteur du championnat en 98, je crois, Si. le dernier championnat qu'il y avait eu avec Énergie. Il finissait meilleur buteur du championnat avec plus de 20 buts. Maman Nourou me voit, ah, petit frère, il est de Candy, ma mère est de Candy, donc on se connaissait très bien. Il me dit, je dis, ouais, je suis. Il me dit, ok, viens dans ma chambre. C'est comme ça, Maman Nourou me recueille. Et puis je fais le stage avec l'équipe, les locaux, on fait 3 semaines. Et puis les pros sont arrivés après, Mouda, Omar, Moussa. Je me souviens d'autres que Efibole Jean-Louis, qui n'a pas joué d'ailleurs. C'est là moi j'étais un enfant, je les vois et puis j'étais vraiment sidéré. Donc c'est après ça effectivement que j'ai eu l'opportunité d'aller faire des essais en Europe parce que ma maman avait trouvé que bon, c'était le bon moment, il ne fallait plus perdre de temps vu que j'avais pris du retard au lycée. Donc c'était mieux pour moi d'aller m'essayer. Et tu as débarqué entre autres à Guingamp. Ouais, je débarque d'abord à Châtellerault normalement. L'entraîneur c'était Moulin de Angers qui a gardé Angers longtemps, qui est parti de Angers. Donc je viens à Châtellerault, effectivement. Eux ils étaient en CFA. Donc les amis à mes parents qui m'avaient invité en France ont trouvé que bon, c'était beaucoup plus simple pour moi parce que 15 ans, 16 ans, donc c'était mieux d'aller dans un club pro, essayer d'intégrer un centre de formation. Donc on a fait une demande et puis effectivement ça a été accepté à Guingamp. Je suis allé faire un stage qui a été concluant, qui a marché. Et malheureusement, je devais revenir pour un visa à long séjour. Et puis, c'était la période où ça avait commencé avec les joueurs de moins de 18 ans qui ne devaient pas signer en Europe, voilà, qui ne devaient pas partir sans leurs parents. Et donc, ça a pris du temps avant que le visa, je puisse l'avoir. Je l'ai eu quoi, 6-7 mois après. Donc, une fois arrivé là-bas, il y avait eu encore un autre imbroglio. Et la situation, c'était de partir aux Pays-Bas. Et c'est comme ça que je suis allé m'essayer aux Pays-Bas sans jamais rester à Guingamp. Alors, tu débarques aux Pays-Bas, à Helmond Sport. La ville du Vlisco. C'est vrai? C'est vrai. On dit enfant, on a payé. Tu as payé pour la pub. L'usine, ok. L'usine, oui, donc, finalement, les mauvaises langues disent que tu allais porter les pagnes que de jour. L'usine Oui. se trouve là-bas. Donc j'arrive là-bas effectivement avec un essai avec l'équipe réserve. Oui. Je trouve, voilà, j'ai quand même été aidé. Il y avait d'autres Guinéens, Ali Camara, Hippolyte, Mbemba. Donc je vais là-bas. En réserve, je reste en réserve assez 3 ans quand même parce que c'était compliqué pour des histoires de contrat parce qu'il y avait une règle en fait à cette époque-là. Des joueurs étrangers, il y avait un certain quota, pas quota, mais un certain salaire minimum à gagner pour signer pro. Ok. Donc moi exactement. Donc à l'époque c'était plutôt la PSV, Feyenoord, c'était ces clubs-là qui avaient quand même ces possibilités-là beaucoup plus. Donc moi j'étais dans un club qui n'avait pas forcément ces moyens-là. Donc en réserve longtemps, c'est compliqué après parce qu'il faut laisser la place parce que vous arrivez à 19 ans. En réserve, c'était plus possible. Là, j'ai atterri dans un club de 4e division amateur dans la même ville, Dex Boys, club qui a disparu après parce qu'il y a eu des problèmes. Et tu as enchaîné certains clubs, tu as fait des essais, tu as fait ton temps. 2000 à, on va dire 2006, 2007, oui, 2006 tu es resté du côté des Pays-Bas. Mais surtout aussi, il y a eu l'époque de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors. En 2005, on s'en souvient tous. Ici même, au stade d'amitié Gérard Mathieu Kékou, c'est pas rénové comme ça. Ils ont dû mettre jusqu'à la dernière minute. La peinture, le stade d'entraînement n'était jamais prêt. On s'en souvient tous. Le terrain des requins de l'Atlantique. Tu arrives dans la liste, on t'annonce comme une super grosse star, franchement. Moi-même, j'étais chez moi à la radio, j'entendais Ouzé Ouaboudaï. J'avais des amis, ah mais c'est mon cousin, nani, nana. Je dis, bon, le gars, il va me mettre 15 buts dans la compétition, mais malheureusement, je sais pas. Jusqu'à la veille de la compétition, tu étais pressenti par Serge Devez, le sélectionneur, pour être l'attaquant numéro 1. La star. La star, voilà, de numéro 10. Mais les choses de la vie font que vous prenez un 3-0 d'entrée. Et les choses changent. Qu'est-ce qui change fondamentalement à ce moment-là? En fait, c'est vrai que quand je rejoins, parce que j'étais aux Pays-Bas, l'équipe vient en stage en France, donc je rejoins. Personne ne me connaissait, honnêtement, les gens ne savaient pas qui j'étais. Je rejoins l'équipe, il y avait un match amical le lendemain, en même temps. Donc je viens la veille, voilà, tranquillement dans mon coin, timide.
Je viens, il y avait quelques-uns qui me connaissaient, juste ceux de Parakou, Campos, avec qui on avait grandi, Safradine, Bachirou, personne âme aussi, Bachirou. Ceux-là me connaissaient bien. Youssouf, joli bébé, que j'avais rencontré à Zako. À Zengue. Voilà, à Zengue. Ceux-là me connaissaient. Donc moi, je viens, le lendemain, match amical, je suis sur le banc de touche. Coach me dit, ok, tu t'es pas entraîné, donc tu vas voir comment ça se passe et puis tu vas rentrer après. Mi-temps, 1-0, on est mené, le Bénin est mené. Et je rentre à la mi-temps. Et là, honnêtement, la vérité, c'est que le match, je change de match. Ça, c'était, je change de match totalement. C'est-à-dire le stade est en feu. Ah là, je change de match. Je donne la passe du 1-1 à Ici Philomon. À ici. À Ici Philomon, je donne la passe du 1-1 à Ici Philomon. Et je marque le deuxième but. Et on remporte le match 2-1. Donc après ça, je pense que c'était un dimanche, il y avait l'émission sur l'OETB à la radio. Parce qu'il y avait Aristide Cotanou qui était avec l'équipe. Donc on me prend en direct sur l'émission. Donc ça fait boum. Parce que tout le monde, ça faisait un moment, les gens n'avaient pas entendu parler de moi. Donc à Parakou, partout, ça fait un... Parce que le lendemain, le doyen Pépéripe qui avait entendu parler est venu, donc interview. Ça fait vraiment... parce que le match qui a suivi effectivement contre Rouen, là encore, boum. Je mets le feu, je marque 2 buts, je crois. Je marque 2, oui, on gagne 3-2. Je marque 2 buts et je donne une passe à Sabin, Correa. Et puis on gagne. Donc, c'était... waouh. Là, c'était le buzz complet, quoi. Donc, tout le monde, effectivement, m'attendait quelques mois après. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme prévu. Quand je viens, effectivement, voilà, on perd 3-0. Après, bon, voilà, l'engrenage, je ne joue pas. Razak, l'éclosion de Razak. Exactement. Voilà. Et comme ce n'est pas l'émission de Razak, voilà, malheureusement, on fait comme s'il n'existe pas. C'est à cause de Razak que je n'ai pas beaucoup joué. Justement, on va s'avancer un peu, oui. Et donc, je disais, on perd, le Bénin perd 3-0 face au Nigeria ici, mais au stade d'Amitié en ouverture de cette Coupe d'Afrique, de ce championnat d'Afrique des Nations juniors. Malheureusement, le lendemain de cette défaite, vous perdez, le Bénin perd un joueur important, Campos, le gardien de but, prédestiné à un avenir incroyable, a priori. Mais mieux, c'est votre ami, c'est votre frère. Comment vous vous êtes senti? Honnêtement, c'est difficile. C'était chaud parce que j'ai vécu. Je peux dire que je suis le seul à avoir vécu vraiment ça de l'intérieur parce que c'est moi qui l'ai trouvé après son agression. Donc, la vérité, on va la dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'étais mal parce que je n'avais pas joué le match. C'était le lendemain du match. Lui, il était mal parce qu'il avait pris 3 buts. Et honnêtement, quand on connaît l'homme, c'était un garçon assez fier. Il n'allait pas bien. Donc, au dîner, je lui disais honnêtement, je vais faire un tour dehors après le dîner. Il me disait, ah bon, ok, moi aussi, parce qu'on va rester dehors. Je dis, ok. Quand on finit, moi j'oublie, je rentre en chambre. On était côte à côte. Parce que moi, ma chambre était là avec Safradine, lui, il était avec Seda. Seda, tu me vois. Ouais, on était tout le temps ensemble. Donc, quand je vais en chambre, je me souviens que je devais aller dehors avec Campos. C'est là que je l'appelle. Je dis, mon frère, tu es où? Il me dit, ouais, je suis dehors, je suis au portail. Pour ceux qui connaissent bien l'hôtel Eldorado, là, je quitte la chambre et je me dirige vers le portail. Il y a un terrain de tennis au milieu, avant le portail. Donc, je reçois un appel, je passe une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes à peu près là. Et quand je finis le coup de téléphone, j'oublie encore et je retourne. Une fois encore, je dis, mais attends, c'est là maintenant, je vais dehors. Et c'est la vérité. C'est vrai, effectivement, je vois une fille qui passe au portail, juste au portail. Hein, au portail. Ah, ils sont en train d'agresser votre ami là-bas. Ah bon? Où? Là, je regarde, effectivement, c'était bien noir. Je dis non, je ne peux pas y aller seul. Il y avait 2 gendarmes qui étaient affectés à... Infraction. Ouais, donc je crie, je les appelle. Ils viennent et puis on va à peine une quinzaine de mètres hein, du portail. C'était pas... Parce qu'il y a eu on a dit c'est la plage. Qui était au bord, non, de la mer. C'était à peine 15 mètres à peine après le portail. Avec la lampe de mon téléphone, effectivement, je le trouve là allongé au mur de l'hôtel. On le ramène à l'hôtel. Je l'ai porté dans les bras pour l'amener à l'hôpital. Je me souviens parce que la tenue, le sang, je l'ai porté parce qu'il refusait, il délirait déjà. Il refusait de rentrer dans la voiture si j'y allais pas avec lui parce que je fais partie des dernières personnes avec qui il avait parlé. Donc il avait mon nom à la bouche. Il disait Ouzé, 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 Ouzé.
Donc, on est allé à l'hôpital ensemble, à la clinique Boni. Boni, oui. Ouais, donc, on est allé à l'hôpital, les dirigeants sont venus. Voilà, et puis moi, je suis rentré à l'hôtel, mais honnêtement, j'ai jamais cru que ça allait se terminer comme ça. Parce que moi, j'avais vu, il y avait une petite blessure à la tête. Donc, pour moi, voilà, ça allait passer. Il avait peut-être perdu beaucoup de sang. Perdu beaucoup de sang, apparemment aussi les cervicales brisées, après, d'après ce qu'on nous a dit après. Et puis, c'est le lendemain, à 7 h, que j'apprends comme tout le monde voilà, qu'il est décédé. Honnêtement, moi, j'avais envie de partir parce que c'était dur. Et votre mère avait même demandé à ce que vous pliez bagages. Oui, ma mère avait demandé, elle était venue me chercher, même elle avait exigé à ce que je parte. Même Seda, il avait sa tante qui était venue, sa tante dit non, il doit rentrer à la maison. À l'époque, le discours de quelqu'un nous a fait rester. Justement, j'en venais, je voulais l'évoquer. Tu m'en avais parlé justement en off. Oui, mais on va le dire, on va lui rendre hommage. Oui. L'actuel directeur général de la Loterie nationale du Bénin. Il était à l'époque. Ministre de la communication. Je ne sais plus, mais il a écouté de ministère de la culture, ministère de la communication. Oui, mais il était porte-parole du gouvernement. Voilà, donc il est venu. Il est arrivé. Son discours, honnêtement. Parce qu'il fallait jouer contre la Côte d'Ivoire. Ça me redonne les frissons. Parce que quand il est venu. Le lendemain. Mon Dieu. Il a parlé. On pleurait tous. Il nous a dit qu'il fallait qu'on continue pour notre ami. Et je pense que c'est ce qui m'a fait rester en fait. Je dis ok, ce monsieur. D'ailleurs après, entre nous, quand il fallait qualifier quelqu'un qui parlait bien et beaucoup, on l'appelait Gaston Dessous. Parce que honnêtement là, il avait fait un discours de président. Ouais, de président. Voilà, un vrai discours. Et ça nous a remobilisés. Allez, résultat, on a joué. On dit bonsoir au DG de la LB, qui n'a pas quitté le CERA, qui est toujours là. Qui exactement, est exactement. Avec la meilleure équipe du Bénin. Voilà, pour le moment. Parce qu'il y a d'autres, il y a la JSO. Ouais, effectivement. Vous êtes bien sûr, attendez. Et vous savez que quand moi je suis quelque part, je suis toujours. Ça gagne toujours. Voilà, donc on vient. On vous le souhaite vivement. C'est sûr. Allez, on a eu cet épisode, finalement, le Bénin prend une médaille de bronze, se qualifie au mondial. Vous n'y serez pas, malheureusement. Ouais. Il y a eu des difficultés avec les dirigeants. Ouais, même à la CAN, j'aurais pu ne pas y aller parce que la vérité, c'est que j'ai eu un problème au ménisque avant la CAN. Et j'ai joué la CAN avec un problème de ménisque. C'est après la CAN que je me suis fait opérer. Et j'ai eu chance parce que je me suis retrouvé dans un climat assez chaud. Parce que là-bas, j'avais du mal à lever la jambe. Je me suis retrouvé dans un climat assez chaud et j'ai pu jouer grâce à ça. D'accord. Allez, et finalement, on va en Coupe du Monde. Vous n'y êtes pas, comme on l'a dit. On reviendra pas sur les travers. Ça aussi, c'est de notre foot. Et il y a eu beaucoup de ming-back, c'est sûr. Mais bon, c'est la vie. Vous allez du côté de la Libye, en 2007. Ouais. Libye, Gabon. Ouais, Libye avec Al Madina. Oui, justement. Vous avez bourlingué un peu sur le continent. Ouais, un club populaire. Hein. Libye en 2007, j'irai jusqu'en 2009. Après, des problèmes. Le contrat, c'était 2 ans, mais je n'ai pas voulu renouveler parce que j'avais l'intention de partir ailleurs. Ça ne s'est pas fait. J'étais obligé de revenir au Bénin. J'ai joué le championnat professionnel, le premier, en 2009. Ici, avec les Buffs du Borgou. Ça s'est très, très bien passé. Et après ce championnat, je devais partir en Tunisie. J'avais même déjà rejoint la Tunisie. Contrat signé en janvier 2011, mais j'arrive, je crois, le 11 janvier 2011, signature, mais malheureusement le contrat n'a pas validé. Le 14, le président Ben Ali il part. Le contrat, il fallait le valider avant le 15, donc je reste 4-5 mois en Tunisie. Ça ne s'est pas fait. Après, voilà, bourlingué vraiment, hein, Arabie Saoudite, ou là-bas encore au dernier moment, contrat capoté. Et puis c'est après ça que je reviens au Gabon avec Nguena Sokou de France. En 2013. En 2013. Jusqu'en 2015. Et en 2015, je rejoins Sunshine Stars du Nigeria. Oui. Jusqu'en 2016. Et c'est là-bas que tout s'est arrêté brutalement, j'ai envie de dire. Oui, justement, parce qu'a priori, vous n'avez pas prévu arrêter votre carrière au Nigeria. Non, je n'avais pas prévu. Et même quand vous partiez en vacances, vous ne vous êtes pas dit c'est la fin. Non. Parce que je ne partais même pas en vacances parce que j'étais revenu quelques jours avant la fin du championnat. S'il y avait des difficultés au niveau des salaires qui n'étaient pas payés, donc on ne s'entendait pas. Prime de signature pas payé, salaire pas payé, donc je décide de revenir. Et puis l'affaire, malheureusement, s'arrête comme ça. Affaire qui est partie à la FIFA. Donc il y avait un jugement qui devait être rendu. J'avais signé 4 ans, donc c'était compliqué. On m'avait conseillé, parce que la fête, ça traînait tellement, ok, si je signais dans un autre club, et il faut le dire, je n'ai pas eu d'opportunité, les seules opportunités c'était ici, je n'ai pas eu d'opportunité, donc j'avais peur de re-signer ici et que le club puisse avoir raison sur moi après, parce que quoi qu'on dise, j'étais encore sous contrat et on ne m'avait jamais libéré de mon contrat, donc j'étais obligé de rester là.
sans rien faire parce que je me disais, ok, j'aurais pu perdre l'argent de là-bas si je signais ici. Là, et c'est ce qui a fait que je n'ai pas signé. Et quand vous restez comme ça 1 an, 2 ans après, le train est passé. Malheureusement, je me retrouve en 2018, 2016 à 2018, il fallait décider quoi. Allez, il fallait décider et tu as fait un choix important. On va dire, c'était le carrefour presque de ta vie. Et ça, des fois, quand on côtoie des gens comme moi, on arrive à trouver son chemin. On en parle, on va se poser quelque part et on parle de ça pour la dernière partie de cette grande interview spéciale Ouzérou Abdoulaye. Allez, suivez-nous. Ouzérou, à parler de ta carrière de footballeur, on avait bien de choses à dire. Mais bon, on fait un peu d'économie pour pouvoir revenir peut-être dans 2 ou 3 ans. Ouais. Pourquoi pas. Allez, en 2018, justement, on parlait de 2018. Tu attendais le duel entre le club nigérien et toi, finalement. Ouais. Ça ne porte pas vraiment de fruits. Et tu prends une décision. Tu as une opportunité, tu commences par faire quelques apparitions sur les médias et ça démarre sur E-Télé à Parakou. Oui, Bruno Soali, qui est un frère, m'invite, voilà, juste parce qu'il avait une émission le samedi. Effectivement, je fais quelques apparitions et puis dans la ville, ça parle, c'est pas mal, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien. Et puis, bon, ça s'arrête là. Après 2019, c'est beaucoup plus en 2019 que je dirais que ça bascule avec la CAN. Exactement. Parce que pendant que les écureuils étaient sur le terrain, nous on occupait l'espace ici. Et après la CAN, les retours étaient effectivement parce que je suis à DoTV ou sur l'ORTB. J'ai fait beaucoup d'apparitions. Donc après la CAN, effectivement, il y a eu beaucoup de retours positifs. Et c'est là, effectivement, on m'a dit, ok, c'est quelque chose que justement, est-ce qu'au moment où tu commençais pas à venir sur les médias, un peu en 2019, sur la CAN par exemple, est-ce que toi-même tu te prédestinais à une carrière par exemple de consultant sportif en télévision? Non, honnêtement non. J'étais dans une période où je me cherchais, où je ne savais pas en fait ce que j'allais faire. La vérité, je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc quand je commence, et les retours, honnêtement, il y avait tellement de messages. Donc je me dis, ok, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas? Et puis c'est un nouveau métier parce qu'on voit en Europe quand même, c'est un métier qui est en train de prendre. Donc chez nous aussi, pourquoi pas? Et malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de footballeurs. Et justement, tu m'as dit à un moment donné, quand on discutait il y a quelques années, que tu as eu envie de faire ça aussi finalement, pour montrer que les footballeurs n'étaient pas que des briques de 15. Exactement, parce que pour les gens, et même jusqu'à aujourd'hui, quand on parle, on dit ouais, on va inviter tel footballeur, la première question que les gens se posent, c'est est-ce qu'il pourra bien s'exprimer? La télévision, c'est compliqué. C'est très compliqué, je l'avoue, parce que le stress de ça, c'est vrai, vous jouez des matchs de foot, oui, vous jouez des matchs de foot, mais le stress, l'énergie, mentalement, il faut être vraiment costaud, parce qu'une petite erreur, c'est parti, ça peut vous suivre toute une vie. Et vous êtes obligé chaque fois d'être au top, parce que vous avez des émissions en direct, vous n'avez pas droit à l'erreur en fait, comme un footballeur. Ou sur un terrain de football, vous n'avez pas droit à l'erreur, c'est pareil en télévision, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et si vous faites une erreur, ça peut vous suivre toute une vie et voir vos enfants. Donc la pression est vraiment énorme. Donc à partir de 2019, effectivement, je me suis dit, ok, pourquoi pas, il faut y aller quoi. Et je pense honnêtement, en 2 ans, si on doit faire le bilan, c'est plutôt positif parce que ça va comme ça quoi. Et ça monte justement. Ouais. Et donc sur la télévision nationale, au niveau du DEC Sport, ils vous font régulièrement appel justement sur les émissions lambda, mais encore plus sur les matchs pour commenter les matchs de la sélection nationale. Oui, les matchs de la sélection nationale depuis le 2019. Et ça aussi, en parlant de pression, c'est une autre pression parce que vous avez quand même affaire à un public assez large, avec des joueurs aussi que vous connaissez très très bien. Et ce n'est pas toujours facile de parler des joueurs que vous connaissez.
Parce que les commentaires peuvent être pris exactement, mal. Exactement. C'est ça en fait, parce que quand vous dites quelque chose, voilà, d'autres pourraient prendre ça pour de la jalousie, d'autres pourraient croire qu'effectivement vous roulez pour un tel ou un tel joueur. Contre un autre. Exactement, parce qu'il y a quand même une concurrence dans l'équipe. Et moi, je suis pour la plupart, je suis un grand frère. Quand ils sont en regroupement, je vais régulièrement à l'hôtel, je les vois, il y a beaucoup de respect entre nous. Donc je dois vraiment faire attention pour ne pas blesser certains joueurs qui pourraient croire, par exemple, par rapport à mes commentaires, que je préférais un autre par rapport à eux. Et à la télévision nationale du Bénin, justement, je sais que vous avez envie de dire un mot particulier à quelqu'un qui vous a un peu dit, on va dire, mais mis un peu le pied à l'étrier et qui vous a encouragé. Je parle du patron de la division des sports, William Bassavi. Ouais, parce que après mon premier passage sur la Coupe d'Afrique des Nations, un matin, je me souviens, c'était un matin, il m'a appelé. C'était quelqu'un que je respectais beaucoup parce que déjà, quand j'étais joueur, c'est quelqu'un qui m'admirait beaucoup parce qu'il commentait nos matchs et j'avais le retour. Donc, il a toujours bien parlé de moi. Donc, après cette première émission, en tout cas, il m'a appelé, il m'a dit honnêtement qu'il est très content, il fait partie de ceux qui m'ont encouragé, qu'il a vraiment envie que je suive ce chemin, que j'étais fait pour la télé. C'est ce qu'il m'a dit, quoi. Il dit, tu es fait pour la télé, donc il faut que tu continues. Et après ça, effectivement, il n'y a pas qu'à lui qu'il faut rendre hommage. Oui, non, mais il y a aussi Ado TV. Ado TV et vous, parce que la vérité, c'est que le DG n'était pas au pays. Lui, il était à la CAN. Donc, je suis venu à Ado TV, effectivement. Après la première émission, vous m'avez aussi dit, ah non, il faut que tu reviennes, il faut qu'on fasse un truc. Effectivement, je suis revenu 2 fois et après la CAN, le DG est venu, on a discuté. Et puis, on s'est dit, ok, on va se lancer dedans. Et puis, on a commencé à faire des choses. Et mieux, vous êtes devenu présentateur télé. Oui, quelqu'un m'a dit récemment, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, Yelian Kwede, qu'on a réussi à faire d'Ouzé Abdoulaye un bon présentateur télé. C'est fou, hein, parce que honnêtement, non. C'est bizarre parce que je me demande comment aussi. Parce que franchement, j'étais pas prédestiné à ça en fait. Donc, mais j'ai aimé et j'ai mis de la volonté parce que, comme j'ai dit, j'aime pas décevoir. Puisqu'il y avait beaucoup quand même d'attentes. D'espérance, oui. Exactement. Donc, il fallait que je me donne à fond et je continue parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Moi, je suis du genre, il ne faut pas que je me cache. Je commence et je dirais, j'ai toujours la pression, une forte pression à chaque émission. Ça veut dire, le jour où j'aurai plus de pression, je me dirais, oui, je commence par arriver. Ouais. Donc, voilà, je me mets toujours cette pression-là, toujours bien faire. Et je pense, honnêtement, d'ici 1 an, je me donne 1 an pour être au top et être vraiment, vraiment très vu. Et quand je parle de top, c'est top quoi. Allez, on vous le souhaite vivement. Et les téléspectateurs d'Ado TV, les internautes, eux, vous voient déjà au top. Ouais. On pourra la déferlante de messages qui a ou zéro courage. Allez, on est content que ça. Et vous êtes à preuve qu'on peut être footballeur et se réorienter, faire autre chose. Il n'y en a pas beaucoup. Et justement, que pensent vos amis, vos anciens coéquipiers de votre, on va dire, réinsertion professionnelle? Sans... je sais pas, je vais rester modeste, mais honnêtement, beaucoup me disent que je suis un exemple en fait. Parce que je dirais, pour le moment, c'est réussi quoi. C'est réussi dans tout ce que je fais. Et ça marche pour le moment. Parce que vous êtes aussi directeur sportif désormais de la JSO. Exactement, de la JSO. Et en même temps, je suis sélectionneur des U20 dames. Donc déjà, j'ai 3 activités qui me prennent du temps. Beaucoup, honnêtement, c'est beaucoup de temps. Et c'est ça qui m'encourage. C'est mieux d'être occupé. Exactement, ça qui m'encourage à continuer parce que beaucoup viennent me voir et me disent, ouais, tu es un exemple. Parce qu'après le foot, tu n'as pas attendu longtemps. Et en même temps, tu te lances dans la vraie vie, tu fais des choses et on voit quoi en fait. La reconversion, c'est top quoi. Et comme je le dis, ils disent que je suis un exemple et je sens que beaucoup ont envie de suivre le chemin en fait. Et c'est de ça qu'on a besoin parce qu'il ne faut pas qu'on finisse de jouer au foot et qu'on ait des difficultés à rentrer au stade de l'amitié. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Les gens finissent de jouer, ils disparaissent, ils ne sont plus dans le sérail. Et parfois on voit des images où des anciens internationaux viennent au stade de l'amitié et ils se font recaler à la porte. C'est grave. Parce que c'est notre terrain en fait, c'est à nous. Donc voilà, quelquefois il faut qu'on reste dans le milieu et qu'on puisse quand même occuper l'espace parce qu'il ne faut pas laisser l'espace aux autres, à ceux qui n'ont
peut-être pas jouer un citron. Et qui n'ont rien semé. Et qui n'ont rien semé et c'est eux qui vont venir diriger. Donc nous, on reste, on essaie de garder l'espace là, à part les médias. Voilà, je suis directeur sportif, sélectionneur, donc c'est quand même 3 choses différentes. Pour le moment, j'ai la force de faire les 3, mais à la longue, c'est clair. Il va falloir choisir. Ouais, il va falloir faire un choix. Allez, on a tant et tant de choses à dire encore avec toi ou Zéro, mais malheureusement, on a le temps, on a la pression de la réalisation. Mais ce qui serait important avant de finir, franchement, on a parlé de foot, de tout. Mais ta vie professionnelle, tu as été un homme à femme, et c'est peu de le dire, franchement, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, tu es un mari recasé, au KLM, au Kalama, comme tu aimes le dire. Ouais. Tu es père de combien d'enfants? Les gens, quelqu'un m'a dit que tu as 10. Vu que tu as trop de copines à côté. Mais toi, tu me dis 2. Ouais, où se situe la vérité entre les 2? La vérité, c'est 2. La vérité, il y a 2 enfants qui portent mon nom. Et je sais que tu es quelqu'un de pudique, mine de rien, mais tu as regardé droit dans cette caméra. Et tu as fait un joli message à madame qui t'accompagne dans tout, qui est ton pilier, je le sais, malgré tout, c'est important. Tu vas lui dire un mot et j'imagine que ça va lui faire plaisir. C'est vrai parce que il y a eu des moments difficiles. Hein. Quand je parle de moments, je parle 2016 à 2018, 2019. C'était très compliqué. C'était compliqué quoi, parce que c'était une période où voilà, vous restez à la maison, vous ne faites rien. Tu n'étais pas en activité. En activité, c'était compliqué et honnêtement, elle m'a beaucoup soutenu parce que c'était vraiment chaud quoi. Elle m'a beaucoup soutenu et pour ça, honnêtement, maman, chapeau, respect. C'est pour ça parfois même quand elle m'énerve, j'ai pas le courage de me fâcher parce que je dis ouais, est-ce que je peux me fâcher contre ça? C'est pas possible. Après tout ça, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, heureusement que ça va très bien, mais j'ai 2 enfants. 2 seulement. 2. Un garçon? Un garçon. La petite fille et la petite fille. Le garçon qui est mon vengeur, je dis que c'est mon vengeur parce que c'est lui qui réussira à faire peut-être tout ce que moi j'ai pas pu faire. Malheureusement pas dans le foot. Hein. Lui, il n'est pas football du tout. Et ma fille, c'est plutôt ma retraite hein, parce que il faut qu'elle prenne soin de son papa après. Et j'espère qu'ils auront une belle vie, mieux que moi, beaucoup mieux que moi. Parce que moi, je trouve qu'il y a un goût d'inachevé. Avec toi. Ouais. Et justement, pour finir, un mot pour ta grand-mère, qui est une personne très très importante pour toi. Et qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années. C'est la personne la plus importante de toute ma vie. Honnêtement, je le dis, tout le monde le sait. Ça peut choquer, mais pour moi, ma grand-mère, c'était tout quoi. Tout et je ne me suis pas remis parce que je ne m'attendais pas à ça, parce que le décès est arrivé brutalement. Je ne m'attendais pas à ça. C'est quelque chose, j'ai encore du mal à parler de ça parce que je n'ai pas encore accepté en fait. J'ai toujours pas accepté ça. Mais bon, c'est comme ça parce qu'elle a tout fait pour moi. Moi, j'ai vécu avec ma grand-mère parce que ma maman était jeune, elle m'a eu jeune. J'ai vécu avec ma grand-mère, elle a tout fait pour moi. En fait. Tout quoi. Quand je dis tous les sacrifices, elle m'aimait beaucoup plus que ses enfants. Quand je dis ça, c'est la vérité. Et ses enfants le savent en fait parce qu'elle me mettait toujours avant eux. Quoi. Donc, elle a tout fait pour moi et j'espère que là où elle est, ben, je suis sûr qu'elle est au paradis. Quoi. Une personne comme ça doit aller au paradis, il n'y a rien à faire. Allez, Zéro Abdoulaye, je sais que tu as encore plein de choses à dire. Malheureusement, on n'a plus le temps. Malheureusement. Mais on va faire autre chose. Tu sais, il y a des coups d'éclair de temps en temps. Ça m'a donné une grosse idée. On va se retrouver très très vite. C'est sûr, c'était merci d'être présent pour cette grande interview. Ouais. Beaucoup plus de bonheur sur ta route. Ouais. Que la route soit du coton pour toi, comme le disent les grands. Inch'Allah. Et que dans 2 ans, dans 3 ans, on puisse se retrouver et se dire oui. On était bien, mais on est mieux aujourd'hui. C'est surtout ça. Toujours évoluer. On aspire à ça, à l'évolution et évolution en permanence. Et Inch'Allah, ça va le faire. Bon, allez. C'était la grande interview avec, comme j'aime à l'appeler, Zéro Abdoulaye. À très vite.